Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire SICO, tout savoir sur le crédit d'impôt qui favorise la collaboration de recherche. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez EMI et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant 10 à 15 minutes à la suite de la présentation. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Laïla Elouali, fiscaliste chez Heming. Bonjour Laïla. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Stanislas Valène, avocat associé chez Alérion Avocat. Bonjour Stanislas. Bonjour Delphine, bonjour Laïla, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose maintenant de découvrir l'agenda de notre webinaire. Alors, au programme, nous verrons les caractéristiques du nouveau dispositif qu'est le SICO. Nous définirons ce qu'est un ORDC et les modalités d'agrément au SICO. Puis, nous verrons les modalités contractuelles et financières. Nous nous attacherons ensuite aux modalités déclaratives et d'utilisation. Nous verrons l'articulation du CIR et du SICO et nous ferons une petite conclusion avec les points à retenir. Je laisse là maintenant la parole à Laïla pour nous présenter les caractéristiques du nouveau dispositif qu'est le SICO. Laïla, la parole est à toi. Merci Delphine. Donc effectivement, l'objectif du webinaire, c'est de vous présenter le nouveau dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, le SICO, qui a été mis en place pour pallier l'arrêt du doublement des dépenses s'agissant de la sous-traitance publique prévue initialement dans le CIR jusqu'au 31 décembre 2021. Donc c'est un dispositif qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et qui s'adresse à toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles imposables selon un régime réel d'imposition. C'est un nouveau régime qui est soumis à la réglementation européenne, donc le régime qui encadre les aides d'État à la RDI. Et pour pouvoir s'appliquer, les ORDC ne doivent pas avoir de lien de dépendance avec l'entreprise bénéficiaire du SICO. Le taux du SICO, il s'élève à 40% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Delphine, merci. Et il est de 50% pour les PME au sens communautaire. Donc, on se rend compte qu'avec ces nouveaux taux, enfin avec le taux du SICO, que ça ne vient pas tout à fait pallier l'arrêt du doublement des dépenses, puisque avec le doublement, on était à 60% pour le crédit d'impôt recherche. Donc, c'est un crédit d'impôt qui s'applique aux activités de recherche et développement réalisées en partenariat avec les ORDC. Ce sont les mêmes activités éligibles que pour le crédit d'impôt recherche, donc les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, recherche appliquée ou de développement expérimental. Et le MESRI a indiqué dernièrement dans une communication que les travaux indispensables et qui participent à la création de connaissances et qui sont réalisés par du personnel de recherche étaient éligibles au SICO. Donc, bien entendu, ce point restera toutefois à confirmer dans la doctrine fiscale qui sera publiée dans les mois à venir. Comme pour le CIR, les travaux confiés à l'ORDC, si tu peux revenir, Delphine, les travaux confiés à l'ORDC doivent être localisés au sein de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Et donc, l'assiette est plafonnée à 6 millions d'euros de dépenses par an et par entreprise. Nous avons donc abordé les caractéristiques essentielles du dispositif. Je passe la main à Stanislas qui va aborder la définition de l'ORDC et les modalités d'agrément qui s'appliquent. Merci Laïla. Comme vient de vous le dire Laïla, le SICO, le bénéfice du SICO, repose sur la signature d'un contrat avec un ORDC. L'idée, c'est de vous préciser un petit peu quelles sont les modalités contractuelles et ce qu'est un ORDC. Laïla vous l'a dit tout à l'heure, l'ORDC et le SICO de manière générale, doit respecter le règlement général d'exemption par catégorie et en particulier la communication de la Commission de 2014 qui est venue préciser un petit peu les aides qui étaient considérées comme compatibles avec le marché européen en matière de recherche, développement et d'innovation. À ce titre, l'organisme qui va contractualiser avec l'entreprise qui souhaite valoriser son crédit d'impôt va devoir bien évidemment respecter la définition des ORDC telle qu'elle est donnée
par la communication de la Commission. Donc, on est sur un organisme qui a pour objet des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement et bien évidemment la diffusion de toute cette recherche. Une petite précision qui est importante et qui est d'ailleurs précisée dans la communication, cela peut être aussi bien un organisme de droit public que de droit privé et son mode de financement n'est absolument pas un critère de sélection. Un point qui est important, c'est que je vais le détailler tout à l'heure, il y a donc un contrat qui est signé, juste encore un tout petit peu, le dernier point exactement, et il est tout à fait possible de prévoir un contrat principal avec un ORDC et une possibilité de délégation, c'est-à-dire qu'on admet parfaitement qu'un organisme qui a été agréé, qui a signé un contrat avec une entreprise qui souhaite valoriser un SICO, puisse déléguer une partie de ses travaux. Juste une précision, si délégation il y a, elle est partielle, d'une part, et d'autre part, le principe de délégation doit nécessairement avoir été prévu dans le contrat qui sera signé. L'organisme est un organisme qui, comme je l'ai dit, doit être agréé. Il est agréé par le ministère de la Recherche. Petite précision, déjà en termes de timing d'agrément. Le SICO est un dispositif qui a été voté par la loi de finances pour 2022, qui est donc rentré en vigueur cette année. Et s'agissant de la première année d'application, la date à laquelle les organismes qui souhaitaient contractualiser avec des entreprises pour offrir un bénéfice d'un SICO devaient être agréés avant le 30 septembre de cette année. Par la suite, et s'agissant d'une première demande d'agrément, l'agrément devra être sollicité avant le 31 mars de l'année au titre de laquelle le contrat doit être signé. La durée de validité de cet agrément, il est de 3 ans. Il peut être d'une durée légèrement inférieure si notamment l'agrément CIR, puisque c'est une des conditions d'application du dispositif, venait à échéance avant le terme des 3 ans suivant l'agrément au titre de l'ORDC. Quels sont les documents qui doivent être produits par l'organisme qui souhaite se faire agréer? Bien évidemment, l'attestation de l'Agence nationale pour la recherche lui reconnaissant la qualité d'ORDC au sens du droit communautaire tel que je l'ai défini tout à l'heure. Un questionnaire simplifié, je vais y revenir tout à l'heure, et l'agrément CIR. Sur le questionnaire simplifié ou pas simplifié d'ailleurs, ça va dépendre de la qualité. Si on prend la slide suivante, Delphine. La demande d'agrément se fait en ligne sur les sites du ministère. Le ministère a mis toute une arborescence à disposition des organismes qui souhaitent solliciter cet agrément en précisant un petit peu les documents qu'ils devaient fournir et en mettant à leur disposition 2 types de questionnaires. Il y a un questionnaire simplifié et un questionnaire plus complet. Ça va dépendre de la qualité de l'organisme en fait. Un organisme type organisme public va se contenter d'un questionnaire simplifié, alors que les autres organismes ou des organismes qui sont établis dans un autre pays membre de l'Union européenne ou dans l'espace économique européen devront nécessairement remplir le questionnaire complet mis à leur disposition sur le site du ministère. Une petite précision qui a été donnée par le ministère, puisque le ministère lui-même organise des webinaires. D'ailleurs, pour être très franc, il en organise en ce moment même un. Et il a donné une précision sur le recours à des filiales de valorisation. Il est tout à fait admis qu'un organisme utilise des filiales de valorisation, dont le travail consiste, comme le nom l'indique, à valoriser les travaux de recherche qui ont été réalisés, que ce soit dans l'exploitation des brevets, des licences, ce genre de choses. Et la question s'est posée de savoir si ces filiales de valorisation devaient elles-mêmes être agréées ou pas. Et la question dépend en fait de la nature des filiales. Lorsque la filiale intervient pour le compte d'un établissement public auquel elle est directement rattachée, à ce moment-là, l'agrément va être recherché au niveau de l'établissement et il n'est pas nécessaire d'avoir un agrément spécifique de la filiale de valorisation. En revanche, s'il s'agit d'une structure qui agit en autonomie, avec ses propres moyens et sa propre stratégie de recherche, elle devra elle-même obtenir un agrément au titre du SICO.
S'agissant des modalités contractuelles, ce que vous devez retenir, on l'a dit tout à l'heure, le dispositif dans son entièreté doit respecter le droit communautaire. À ce titre, le contrat de collaboration qui est signé entre l'organisme et les entreprises est un contrat de recherche au sens où l'entend le droit communautaire, au sens où l'entend la communication de la Commission. À ce titre, il va devoir en respecter tous les paramètres, tous les critères. Le premier d'entre eux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord un caractère préalable de ce contrat. Ensuite, si on rentre un petit peu dans le détail, il doit y avoir un principe de facturation au prix de revient. On ne considère pas qu'un organisme de recherche peut réaliser une marge au titre des travaux qui vont être valorisés par l'entreprise qui a contractualisé avec lui. Donc, seule une facturation au prix de revient est admise. Bien évidemment, ce contrat va préciser à la fois la répartition du travail en termes de recherche, entre l'entreprise d'une part et l'organisme lui-même. Il va également préciser tout ce qui est partage des risques et des résultats. Et un élément très important de ce contrat, c'est qu'il doit expressément prévoir la possibilité pour l'organisme de publier les recherches qu'il réalise. Enfin, dernier point, et ce point sera détaillé par la suite par l'AILA, seule une partie des travaux de recherche peuvent être refacturés à l'entreprise. Dit autrement, 10% du total des travaux doit rester à la charge de l'organisme lui-même. Je le disais tout à l'heure, il y a un principe de publication. Celui-ci est inhérent même au droit communautaire. La communication prévoit qu'un organisme qui fait de la recherche doit bien évidemment pouvoir publier. Le principe est donc repris dans le texte qui a été voté par la loi de finances pour l'année 2022. La question qui est intéressante, c'est bien évidemment une entreprise qui contractualise avec un organisme va se dire qu'une publication, certes, pourquoi pas, mais elle ne veut pas avoir un problème de concurrence. Elle ne veut pas que ses concurrents directs aient connaissance d'éléments essentiels. On va donc pouvoir insérer des clauses de confidentialité dans le contrat. Le principe paraît acquis, il sera sans doute détaillé dans le BOFIP à venir. Là où il va falloir faire attention, c'est que la clause de confidentialité dans sa rédaction ne doit pas être trop stricte au point de supprimer le droit de publication que reconnaît le droit communautaire à un ERDC au titre des travaux qu'il réalise et qui sont par la suite valorisés au titre du SICO. Et je passe maintenant la parole à Laïla qui va notamment vous préciser un petit peu tout ce qui est application dans le temps de ce dispositif. Merci Stanislas. Donc effectivement, comme l'a précisé Stanislas, le contrat de collaboration doit être conclu préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration et à compter du 1er janvier 2022. Ce point est très important parce que cela vient exclure les contrats conclus avant cette date. Et donc, il convient de porter une attention particulière à la date de signature du contrat et également à sa date d'entrée en vigueur. Le MESRI a apporté des précisions dernièrement sur cet aspect et il a tenu compte notamment de l'aspect plutôt pratique puisque pour de nombreuses entreprises, la date de contractualisation serait un point bloquant pour les contrats déjà conclus antérieurement à cette date et portant sur plusieurs années. Donc, des précisions doctrinales sont attendues, notamment quant à la possibilité de signer ce qu'on appelle un contrat d'application à compter du 1er janvier 2022, qui serait adossé à un contrat cadre signé antérieurement à cette date, mais qui devra porter sur des travaux considérés comme nouveaux et donc non mentionnés dans ce contrat cadre. En résumé, les recommandations seraient les suivantes. Il faut conclure un contrat ou éventuellement un contrat d'application à compter du 1er janvier 2022, portant sur des travaux qui seront réalisés à partir de l'année 2022 et donc le contrat doit porter sur des travaux considérés comme nouveaux. Si on passe désormais aux modalités financières du SICO, là encore une fois, Stanislas l'a précisé, l'ORDC doit supporter
au moins 10% des dépenses de recherche qui sont exposées pour la réalisation des opérations de R&D prévues au contrat de collaboration. C'est sur ce point-là qu'on différencie la collaboration de recherche éligible au SICO de la sous-traitance qui est éligible au crédit d'impôt recherche. Donc, comment est calculé le seuil? C'est le rapport suivant que vous voyez sur la slide à droite. C'est les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche sur le total des dépenses exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration. Donc, le seuil minimum que doit supporter l'ORDC, c'est 10%, c'est bien un seuil minimum. Si on passe désormais aux recommandations du ministère de la Recherche, il recommande de préciser autant que possible sur la facture les opérations que l'entreprise va confier, va mener en partenariat avec l'ORDC. Donc, on peut s'attendre au même niveau de détail qui est attendu pour le CIR, notamment le fait que les factures doivent revêtir un caractère scientifique et technique et être le plus détaillé possible. Donc, comme l'a précisé Stanislas, sont éligibles les dépenses facturées au coût de revient et donc cela renvoie aux coûts admissibles au sens du règlement européen. Donc, dans les coûts admissibles, on retrouve tous les frais associés au projet, donc les frais de personnel, les coûts des instruments et du matériel utilisés pour le projet, le coût des bâtiments et des terrains utilisés pour la durée du projet, les prestations de services et droits de propriété intellectuelle nécessaires à la réalisation du projet et les frais généraux. Par frais généraux, on entend frais de mission, frais d'environnement des personnels et frais de gestion liés au projet. Si on passe désormais aux modalités de calcul à proprement parler, sont donc éligibles les dépenses facturées au titre de la collaboration de recherche, donc au coût complet sans marge, auxquelles on vient déduire les éventuelles subventions publiques perçues par les entreprises ou les aides publiques par l'ORDC. Là encore, nous attendons des précisions doctrinales pour obtenir des précisions complémentaires sur les modalités concernant la déduction de ces subventions. Est-ce que ça s'effectuera comme pour le crédit d'impôt recherche? Et la différence aussi avec le crédit d'impôt recherche, c'est qu'on vient de déduire les aides publiques qui sont perçues également par les ORDC et non pas que par les entreprises. Donc, une fois cette assiette définie, ça nous donne les dépenses investies en année N, auxquelles on vient appliquer le taux de 40 ou de 50% selon la taille de l'entreprise. Je vais désormais passer la main à Stanislas qui va venir vous préciser les modalités déclaratives et d'utilisation du SICO. Merci Laïla. Donc, le SICO, comme son nom l'indique, est un crédit d'impôt. À ce titre, il va devoir être déclaré exactement dans des formes qui sont assez proches de celles que l'on connaît pour le CIR. Il y aura bien évidemment un imprimé spécifique, différent de celui applicable pour le CIR, imprimé qui sera donc disponible sur le site impôt.gouv. Et cet imprimé va devoir être déposé exactement dans le même timing que celui dans lequel on dépose un CIR. Concrètement, selon que la société qui souhaite valoriser le SICO a des résultats qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, qui sont imposés à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Le dépôt devra intervenir pour une société qui est imposée à l'IS en même temps que le dépôt de relevé de solde, c'est-à-dire pour une société qui clôture au 31 décembre de l'année avant le 15 mai de l'année N+1, et pour une société dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu en même temps que le dépôt de sa déclaration de revenus. Bien évidemment, le crédit d'impôt, comme tout crédit d'impôt, pourra faire l'objet d'un contrôle, j'y reviendrai un petit peu par la suite, et l'entièreté des informations qui sont reprises dans la déclaration spéciale sont des informations auxquelles le ministère de la Recherche a totalement accès, qui pourra par la suite d'ailleurs contrôler. Que fait-on de ce crédit d'impôt? Eh bien, son objectif premier, c'est bien évidemment d'être imputé sur un impôt dû au titre des résultats. Le principe premier, c'est qu'on impute ce SICO sur les résultats, sur les bénéfices, pardon, sur l'impôt dû sur les bénéfices de l'exercice au cours duquel les travaux réalisés par l'ORDC ont été facturés. Ensuite, la question qui va se poser, c'est en fonction
du montant de l'IS ou de l'IR par rapport au montant du crédit d'impôt si on en obtient le remboursement immédiat ou pas. En réalité, deux possibilités, exactement comme d'ailleurs comme pour le crédit d'impôt recherche. Soit on est dans l'une des catégories qui peut obtenir un remboursement immédiat, parce qu'encore une fois, le montant de l'impôt dû est inférieur au montant du crédit d'impôt. Et ça veut dire qu'on est soit une PME au sens du droit communautaire. Je rappelle qu'une PME au sens du droit communautaire, c'est une entreprise qui a moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires de 50 millions ou un total bilan inférieur à 43 millions. Soit que l'on est une GEI, soit que l'on est une entreprise nouvelle, une entreprise qui a moins de 4 ans et qui est détenue directement et indirectement à plus de 50% par des personnes physiques, soit enfin qu'on est une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective. Si on est dans l'une de ces quatre catégories, le remboursement du SICO est immédiat. Alors, c'est en tout cas ce que prévoit le texte. En pratique, on s'aperçoit que l'administration fiscale, en toute illégalité d'ailleurs, a parfois tendance à ne pas appliquer scrupuleusement cette règle, en particulier lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un contrôle. Elle a tendance à garder la main, les services de recouvrement ont tendance à garder la main sur un crédit d'impôt qui peut être immédiatement remboursé. Ensuite, si on n'est pas dans l'une de ces catégories, eh bien, et que le montant d'impôt dû au titre des résultats est inférieur au montant du crédit d'impôt, il va se reporter sur les 3 exercices suivants, sur les bénéfices, sur l'impôt dû au titre des bénéfices des 3 exercices suivants, et il pourra, à terme, au terme de ces 3 ans, faire l'objet d'un remboursement. Ce crédit d'impôt, il peut, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois être contrôlé et sécurisé. Contrôler, ça signifie quoi? Ça signifie que tant l'administration fiscale que le ministère de la Recherche, via ses experts, vont pouvoir apprécier la réalité des opérations de recherche. Donc, comment ça se passe en pratique? Tout simplement exactement comme un contrôle de CIR. L'administration fiscale va solliciter le regard technique d'un expert qui va apprécier la réalité des opérations de recherche et ensuite tout se passera avec l'administration fiscale qui est seule compétente pour, le cas échéant, redresser un crédit d'impôt. Il peut, si on veut éviter de se trouver dans cette situation, faire l'objet d'une sécurisation en amont via, comme en matière de CIR, un rescrit. On peut également solliciter le comité consultatif quand la façon dont les opérations de recherche sont réalisées est éligible au SICO. Je passe maintenant la parole à Leïla qui va vous parler justement de cette articulation entre le CIR et le SICO. Merci Stanislas. Alors effectivement, il nous paraissait intéressant de vous présenter un petit peu comment articuler le CIR avec le SICO. Donc bien entendu, le dispositif du SICO est non cumulable avec les aides directes et indirectes portant sur la même assiette, donc dont le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire que la dépense de recherche externalisée, elle devra soit être valorisée dans l'assiette du CIR, soit dans celle du SICO, en fonction de la qualification effective de cette dépense et du partenariat qui lie l'entreprise à l'ORDC. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une prestation de recherche, donc dans le cadre d'une sous-traitance pure, ou en présence d'une recherche collaborative au sens du SICO? Bien entendu, un projet collaboratif, en pratique, l'entreprise peut engager des dépenses de frais internes et en parallèle, ça peut donner lieu à une facturation de l'ORDC, s'agissant des coûts admissibles. Dans ces cas-là, bien entendu, les frais de personnel, s'ils répondent à l'éligibilité au CIR, pourront être pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche d'un côté et la facture de l'ORDC dans l'assiette du SICO, si bien entendu tous les critères sont remplis. L'assiette du SICO, le montant du SICO sera pris en compte dans le cadre de l'appréciation du plafond de 100 millions d'euros de dépenses, au-delà du coût duquel le CIR est calculé au taux de 5%. Du coup, il faudra veiller à faire le lien entre les dépenses des deux dispositifs pour agréger le montant des deux dans l'assiette des dépenses. Et comme il a été précisé précédemment par Stanislas, bien entendu, pour que l'ORDC obtienne l'agrément, il faut qu'il ait un agrément CIR en cours de validité. On trouvait également intéressant de revenir sur les points qui sont à retenir pour une déclaration sécurisée
au SICO, étant donné que c'est un dispositif nouveau pour lequel, je le rappelle, on n'a pas encore la doctrine fiscale qui est publiée. On n'a pas encore de BOFIP. Donc, bien entendu, le préalable, c'est que l'organisme soit agréé au SICO auprès du MESRI pour obtenir cette qualité d'ORDC. Une convention de collaboration de recherche doit être conclue à compter du 1er janvier 2022, à minima un contrat d'application associé à un contrat cadre, sous réserve de la doctrine administrative. L'ORDC doit supporter à minima 10% des coûts des dépenses totales pour la réalisation des opérations prévues au contrat. C'est un point pratique qu'il faut avoir en tête et qu'il faut négocier en amont de la collaboration, parce qu'auquel cas ce ne sera pas éligible au SICO. La facturation doit s'effectuer au coût de revient. Il doit y avoir une annexe financière qui permet de justifier et de détailler que le contrat est bien facturé au coût de revient. L'existence, voir s'il existe des subventions ou des aides publiques qui sont versées au titre du projet collaboratif, que ce soit aux côtés de l'entreprise ou du côté de l'ORDC, pour notamment faire la balance bénéfice-perte au regard du CIR. Est-ce que vous prenez en compte la dépense dans le CIR ou dans le SICO? Une annexe scientifique détaillée qui comporte une description du projet de R&D, des livrables attendus, les jalons, le découpage et le suivi du projet. Et enfin, l'absence de prise en compte des dépenses dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt, y compris, bien entendu, le crédit d'impôt recherche. Ce sont vraiment les points essentiels à retenir. Et pour finir, du coup, notre accompagnement sur ce nouveau dispositif, donc bien entendu, c'est un accompagnement complet qui va de l'information et de la sensibilisation à ce nouveau dispositif qui est nouveau, l'identification des activités éligibles, l'analyse des contrats et les recommandations au fil de l'eau sur les clauses contractuelles pour faciliter la valorisation, puisque c'est un dispositif qui se veut à 80% basé sur l'éligibilité contractuelle, en plus de l'éligibilité technique. Bien entendu, le conseil sur l'intégration des dépenses restantes dans l'assiette du CIR, un accompagnement dans le cadre de la déclaration. Et donc, on va sur un accompagnement jusqu'au boutiste, puisqu'on prévoit une assistance à contrôle fiscal avec recours aux cabinets d'avocats partenaires. Merci beaucoup Stanislas et Leïla pour cette présentation. Alors je vous informe que nous avons de nombreuses questions dans la partie questions, dans le module questions qui nous sont arrivées. J'en réponds à une qui est assez simple. Oui, les slides vous seront envoyés par email après la présentation. Donc ça, c'est la première chose, j'y réponds. Et je commence par une partie de questions qui me sont posées. Alors, j'ai une première question qui m'est posée, c'est un dossier technique de justificatif des travaux effectués est-il nécessaire pour le SICO comme pour le CIR? Qui souhaite répondre à cette question? Je vais y répondre rapidement. La réponse est oui. On l'a dit tout à l'heure, le contrat de recherche est un contrat le contrat de collaboration est un contrat de recherche qui fait l'objet éventuellement d'un contrôle, et il est fortement recommandé d'avoir une documentation technique qui puisse être produite à l'appui d'un contrôle pour justifier la réalité des travaux. Merci beaucoup Stanislas. Leïla, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour compléter Stanislas, pour l'instant, dans le décret, il n'est pas prévu obligatoirement de prévoir un dossier technique, mais bien entendu, on attend les précisions doctrinales sur le sujet. Est-ce qu'un dossier technique devra être fourni, mais on vous préconise, comme le disait Stanislas, de détenir une documentation technique à l'appui en cas de contrôle. Merci Leïla pour cette précision. Nous arrivons à une question suivante. Quelle est l'interprétation à donner à la notion de facturation au coût de revient pour l'ORDC? Qui souhaite répondre à cette question? Leïla, peut-être. Je peux prendre la main si ça vous va. Alors, par coût de revient, c'est ce qu'on précisait dans la présentation. On entend du coup la somme de tous les coûts admissibles, donc qui renvoie au règlement européen, supportés pour la réalisation des travaux de R&D auxquels on n'applique pas de marge commerciale. Tout simplement. Et juste un point pour compléter, et comme Leïla l'a dit dans la présentation, la justification se fera par une annexe financière en annexe
du contrat. Merci beaucoup. J'ai une question qui est arrivée dans le module questions et quand vous présentiez la notion de caractéristiques et de modalités du SICO, on a un participant qui nous posait cette question. Si je comprends bien, il faut un agrément CIR plus un agrément SICO? Qui Exact. souhaite répondre à cette question? C'est-à-dire que l'ORDC qui souhaite se faire agréer au titre du SICO doit justifier du fait qu'il est par ailleurs agréé au CIR. Tout à fait, c'est une des conditions. Merci beaucoup Stanislas. Quand vous parliez de tout ce qui était publication, j'ai une question qui dit sait-on quand sera établies les règles de confidentialité à la publication? Euh, je suis pas sûr de comprendre la question. Vous pouvez me Alors, je vais la relire. Sait-on quand seront établies les règles de confidentialité à la publication? Alors, faut s'entendre sur le mot établir. J'espère ne pas déformer la question et je laisserai éventuellement Laïla compléter. Je comprends la question comme quelles seront les précisions qui seront apportées par l'administration fiscale sur ce qui est considéré comme admissible en termes de confidentialité. Je dirais qu'on en saura plus lorsque le BOFIP sera publié. Mais c'est comme ça que je comprends la question. Mais peut-être Je l'ai compris comme ça aussi, Stanislas, hein. Le seul point qui est prévu ce jour à date, c'est que l'entreprise ne doit pas interdire à l'ORDC exactement. un quelconque refus de possibilité de publication sur les résultats de l'ORDC uniquement. Bien entendu, non pas les résultats confidentiels. Mais pour l'instant, à date, je rejoins Stanislas, on aura plus d'informations dans la doctrine fiscale. Alors, j'ai une autre question qui parle de des factures émises par un établissement de recherche qui ne doivent pas inclure de marge. Est-ce que les frais de gestion appliqués par les organismes sont bien exclus de cette notion de marge? Alors, dans les coûts admissibles, au sens du RGEC, dans les frais généraux, on retrouve les frais de gestion liés au projet. Donc, tous les frais de gestion qui sont liés au projet pourront être refacturés. Par contre, tout ce qui n'est pas lié au projet, bien entendu, ne pourra pas être facturé. Merci Laïla. Une autre question. Nous sommes dans le cas où le contrat de recherche a été signé en mars 2022, mais avec des travaux de recherche ayant démarré au 1er décembre 2021. Alors, d'après ce que vous avez dit, est-ce que vous sauriez dire si la collaboration est éligible ou pas? Qui souhaite répondre à cette question? Je peux peut-être commencer à répondre, Stanislas, et n'hésitez pas à compléter. Alors là, effectivement, ce point, on a insisté dessus, que ce soit Stanislas ou moi-même, le contrat doit être conclu préalablement à l'engagement des travaux. Du coup, là, si je comprends bien, les travaux ont été engagés au 1er décembre 2021. Donc, C'est exact. contractuellement, la date de signature, elle est valable au sens du SICO, mais les travaux ayant débuté préalablement, ce n'est pas éligible tel qu'on interprète le dispositif. C'est clair. Ce qui serait sans doute utile au cas d'espèce, ça serait peut-être d'essayer de fractionner un peu les choses et d'avoir dans un contrat qui est postérieur à l'entrée en vigueur du dispositif, qui vient vraiment préciser une nouvelle tranche en quelque sorte de travaux, de façon à éviter de tomber dans ce débat que l'on aura et sur lequel l'administration fiscale ira, lié à une antériorité des travaux de recherche avant même que le dispositif ne soit rentré en vigueur. Stanislas Au moins se réserver la charge de la preuve. Et Laïla, peut-être pourrions-nous contacter cette personne et travailler Avec plaisir. off de ce webinaire, si je puis dire. Sans problème en ce qui me concerne. Peut-on déclarer au titre du CIR des dépenses engagées dans le cadre d'un projet collaboratif ou est-ce obligatoire de passer par le SICO? Qui souhaite répondre à cette question? Je peux prendre la main. Alors, je ne suis pas sûre de tout comprendre. Mais du coup, si on a des dépenses qui sont facturées à un organisme qui serait à la fois éligible
parce que c'est possible qu'on ait Mm. un contrat qui soit éligible aux deux, à la fois la collaboration au sens du CIR et à la collaboration de recherche au sens du SICO. Eh bien, ce sera au choix de l'entreprise d'intégrer la facture, si c'est éligible aux deux, soit dans le CIR, soit dans le SICO. Et on vous préconise, dans le cas où vous percevez une subvention publique au titre du projet collaboratif, ou si l'ORDC perçoit des subventions publiques au titre du projet collaboratif, eh bien de faire cette balance, de déduire et de voir si vous êtes toujours avantageux de bénéficier du SICO, parce que du coup, c'est un taux majoré. Donc, c'est censé être plus avantageux, mais attention, modulo cette déduction potentielle. Exactement. Et dans le respect de la règle des 10%. C'est-à-dire que si on est sur le SICO, on ne pourra pas facturer l'intégralité des frais. On devra conserver, enfin, l'organisme devra conserver à sa charge 10% des travaux inclus dans le contrat de collaboration. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Un projet de recherche dans le cadre d'une thèse CIFRE est-elle éligible au SICO? Qui souhaite répondre à cette question? Et là, je vous laisse répondre. Je Alors, sais que c'est un sujet que vous aimez bien. Alors, effectivement, c'est l'une des questions que l'on a de la part de nos clients ou de prospects. Donc, effectivement, le projet de recherche mené dans le cadre d'une thèse CIFRE tend à être éligible au SICO. C'est l'un des contrats, du moins, qui a été cité par le MESRI à titre d'exemple, qui sera éligible au SICO, modulo, bien entendu, le respect de toutes les clauses qui ont été présentées ce jour. Mais effectivement, c'est un des exemples contractuels qui est censé être présent dans la doctrine à venir, comme étant éligible au SICO. Merci beaucoup. Pouvez-vous revenir sur la définition d'un prix de revient? Alors, du coup, ça ressemble un petit peu à la deuxième question que l'on a eue. Du coup, le prix de revient, c'est que l'ORDC, enfin, il ne doit pas être prévu au contrat une facturation avec marge, C'est tout ça. simplement. Le prix de revient, c'est ni plus ni moins le coût de la prestation. C'est ça. Ça renvoie au coût admissible uniquement. Et vous devez apporter ce niveau de détail-là dans une annexe financière. Merci beaucoup. Et on va prendre la dernière question pour toutes les questions qui sont dans le chat. Il y en a de nombreuses. Nous reviendrons vers vous personnellement avec les réponses. On s'engage à le faire. Je prends une dernière question. La phase de recherche clinique 1, 2 et 3 dans des CHU sont-elles plutôt éligibles au CIR ou au SICO? J'ai un grand blanc qui souhaite répondre à cette question. Je peux prendre la main pour vous, Stanislas. Alors, du coup, étant donné qu'elles sont éligibles pour le CIR et que et le CIR et le SICO renvoient aux mêmes activités éligibles, elles sont éligibles aux deux. C'est le même champ d'application au regard des activités éligibles, que ce soit pour le CIR ou pour le SICO. Eh bien, écoutez, nous allons arrêter la session de questions pour le moment parce que le temps file vite et que nous n'aurons pas le temps de répondre à l'ensemble des questions. Néanmoins, je remercie beaucoup Stanislas et Laïla pour la qualité de leurs réponses et la qualité de leur présentation. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez nous envoyer un email à finance-innovation@.com. Je vous dis au revoir Laïla. Au revoir à tous et merci pour votre attention. Et au revoir Stanislas. Au revoir Delphine, au revoir à tous, très bonne journée. Et très bonne journée à tous, en vous souhaitant un excellent appétit. À très bientôt, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.